Crossover de format aujourd'hui, à l'occasion de ce 7e épisode de l'actu MMA FR, nous allons analyser en long et en large le combat entre les machines à finish Benoît Saint-Denis contre Joel Alvarez. Un taux de finalisation combiné à 100% sur leurs 35 victoires combinées. C'est une folie absolue. Quel combat! Et restez jusqu'au bout car à la fin, on reste sur l'actu MMA FR, donc on vous met à jour le calendrier du MMA francophone, incluant le mois de juin. Allez, c'est parti, juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenido a Fight Minds. Su Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Cet épisode est sponsorisé par Onae, parce qu'après un gros entraînement, chaque athlète mérite une bonne douche. Onae est la marque de référence pour les gars solides, savon fait à la main à Marseille, bourré d'ingrédients actifs. Toute l'équipe Fight Minds a testé, toute l'équipe Fight Minds a approuvé, toute l'équipe Fight Minds vous le recommande. Cette année, ils sortent leur gamme de parfums inspirés par leurs savons les plus commandés. À l'image de leur savon, c'est sans ingrédients douteux et très plaisant pour vos sens olfactifs et ceux de vos proches. Foncez sur notre lien en description et profitez de 10% de réduction avec notre code FIGHT10. Bonne nouvelle, avant de commencer, le savon BSD est à nouveau en stock chez Onae, donc profitez-en avant son combat, ou pendant son combat. Brian, qu'est-ce qui t'intéresse sur ce combat? Qu'est-ce qui t'intrigue sur ce combat entre Joel Alvarez et Benoît Saint-Denis? Ce qui m'intrigue, moi, c'est, je pense comme tout le monde, hein, le retour de Benoît Saint-Denis, de savoir un petit peu son état de forme, sa dynamique, et puis tous les changements qui ont été opérés. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Et ouais, je pense que c'est principalement ça. Hein. Ouais, écoute, moi je suis intéressé / excité par le combat parce qu'on a deux athlètes qui donnent envie de les voir combattre, l'un comme l'autre. Et l'un face à l'autre, ça peut vraiment partir dans tous les sens. Donc par défaut, avant un combat, tu sais que ça peut partir dans tous les sens et que les deux sont capables de mettre l'autre à mal, peu importe où le combat a lieu. Bah ouais, c'est excitant. Et voilà, en tant que fan francophone, voir la touche de Nicolas Hott sur Benoît Saint-Denis, ça m'intrigue, ça m'intéresse à mort. On analyse ça juste après notre Tale of the Tape. Joel Alvarez est numéro 15 au ranking UFC et 20e au classement Fight Minds. Il a remporté 22 de ses 25 combats professionnels, tous avant la limite grâce à 17 soumissions et 5 KO. Ce sera son 10e combat à l'UFC où il affiche un palmarès de 7-2. Benoît Saint-Denis est 2 places devant à l'UFC et numéro 15 selon le classement Fight Minds. Il possède 13 victoires, lui aussi, toutes avant la limite grâce à 4 KO et 9 soumissions pour 3 défaites. À l'UFC, il a 5 victoires en 8 combats. Il y a une différence de taille notable puisque l'Espagnol mesure 1m91, 11 cm de plus que le Français, et il profitera en plus du même écart avec son allonge d'1m96. On est sur du très haut volume debout, avec 5.17 frappes qui touchent à la minute pour BSD, 4.51 pour Joel Alvarez. Défensivement, Alvarez encaisse la moitié des frappes qui lui sont envoyées, contre 41% de succès défensif pour Saint-Denis. Le nouveau poulain de Nicolas Hott réussit 37% de ses amenées au sol avec une recherche active qui lui permet d'en obtenir discrètement en dessous de 4 par 15 minutes. Joel Alvarez n'a réussi aucun takedown à l'UFC et affiche une défense à 40%. En novembre 2021, Joel Alvarez montait sa série de victoires à 4 face à Thiago Moises par KO au premier round. Arman Tsarukyan le stoppe au deuxième round en février 2022. Un an et demi plus tard, on retrouve un Joel Alvarez en feu qui enchaîne 3 victoires sur Diakiese par soumission, puis Brenner par TKO et finalement Close par TKO au premier round en fin d'année 2024. Benoît Saint-Denis surprenait Ismaël Bonfim en juillet 2023 par étranglement, enchaînait rapidement avec Moises par TKO devant son public à Paris et éteignait Frevola à New York 2 mois plus tard. Cette série l'amène à un gros step-up face à Dustin Poirier qui le met KO au deuxième round. De retour à Paris en septembre 2024, Benoît Saint-Denis s'incline en combat principal contre Renato Moicano. Notre communauté a voté, je m'y suis pris tard, on n'a que 2000 votes, mais c'est suffisamment large pour avoir un bel échantillon. On a 69% qui voient une victoire de Benoît Saint-Denis. Alors on le sait, hein, quand on met un Français dans les sondages, c'est toujours un peu biaisé. Pour moi, le fait qu'on tombe sur 69%, ça prouve à quel point le fan français respecte Joel Alvarez et voit le danger qu'il peut représenter pour Benoît Saint-Denis, ce qui est évidemment logique. On va donc commencer par lui sur les forces et faiblesses. Il est énorme. J'ai vraiment envie de commencer par ça. 1m91 chez les lightweights, c'est énorme. Et en plus de ça, il a déjà dit récemment qu'il voulait ou qu'il pensait fortement monter en welterweight. C'est d'ailleurs peut-être son tout dernier combat chez les moins de 70 kilos. Je crois qu'il y a une interview où il dit vraiment « j'ai encore en faire un et puis je monte ». Et c'était après Drakkar Klose, donc c'est Benoît Saint-Denis, peut-être son dernier adversaire dans cette division. Forcément, quand on voit 22 finishes sur 22 victoires, le mot qui vient en tête, c'est opportuniste.
Mais j'irai encore plus Mm. loin. Personnellement, quand on me dit opportuniste, je pense plus à quelqu'un qui saute sur une occasion quand elle se présente. Il rentre dans Ouais. ses définitions, c'est sûr, mais pour moi, il se crée aussi les ouvertures. Il cherche activement un chemin vers une soumission ou vers un chaos, ou les deux en même temps pour faire référence à sa dernière victoire. Euh, Ah, c'est clair. donc sur les 22 victoires, on voit 17 par soumission. Automatiquement, c'est un grappleur très dangereux. Et en plus de ça, il a un pied-point qu'il ne faut absolument pas négliger. S'il arrive à te mettre sur le pied arrière, c'est la galère. Brian, qu'est-ce que tu veux nous dire sur l'Espagnol? En plus, bah écoute, tu l'as plutôt bien défini. Et moi, je le vois vraiment comme un. C'est ce que j'ai noté, hein, je le vois comme un striker, grappleur, opportuniste, pour le définir en 3 mots. Je ne pense pas que le grappling soit son arme première. Je pense qu'il a toujours montré qu'il était là pour striker, mais par contre, voilà, dès qu'il a l'opportunité en grappling de finir, et en parlant de sa victoire contre Drakkar Klose, je pense qu'il a hésité entre est-ce que je vais scorer, tu vois, Ouais, un 18e finish, soumission ou 5e KO, c'est ça qui s'est dit dans voilà, sa tu tête. vois. Ouais. Et effectivement, sur le palmarès, je pense que même pour un grappleur, c'est toujours mieux d'avoir des KO, tu vois, que ce soit assez, Ouais. assez équilibré, quoi. Donc c'était assez sympathique comme finish. Quoi d'autre? C'est un droitier. Je pense que c'est Ouais. important de l'avoir en tête. Très. Donc on sera sur une garde ouverte. Et je trouve quand même que c'est un combattant qui n'a pas un haut volume de frappe. Euh, Quand même, hein. Enfin, Ah statistiquement, en ouais? tout cas, statistiquement, on est à quoi? À 4,50. 4,50. Ouais, c'est moyen haut comme Alors peut-être moyen haut. que je suis biaisé parce que je trouve que c'est un combattant qui est grand. Et souvent, quand on est grand, on va avoir un volume de frappe un peu plus important, tu vois. Ouais, après, je Je le vois ce que trouve. tu veux dire. C'est, il a un style relativement patient, dans le Oui, sens où voilà. il avance, il se positionne, et c'est quand il a vraiment la bonne distance, la bonne position qu'il va attaquer. Et peut-être le Mm, fait qu'il combine, ça augmente aussi son. Il y a moins, il y a peut-être moins d'attaques que sur les combattants à haut volume, mais quand il l'attaque, étant donné qu'il y a à chaque fois 2-3 frappes, forcément ça mhm. compense sur la Ouais. statistique. Mais je trouve en tout cas quand il travaille, il n'a pas un volume pour pouvoir créer les choses. Donc il a vraiment un style qui, pour moi, n'est pas un style de grand et longiligne, tu vois. Ok, ouais, Il n'y a je vois pas ce que un tu veux gros dire. Ouais. travail de jab, par exemple, qui pourrait vraiment faire monter ses stats beaucoup plus haut. Mhm. Et il est relativement patient. Sur la question de sa gestion de l'espace, alors contre Drakkar Klose, j'ai beaucoup aimé ce côté Ouais. un peu patient, ce côté j'avance progressivement, mais il peut parfois voilà, facilement se mettre sur le pied arrière. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose d'intentionnel dans sa manière de se situer dans l'espace et d'imposer ce qu'il a envie d'imposer, tu vois. Ouais, c'est assez particulier parce que j'ai eu cette même impression plutôt en regardant son combat contre Brenner, où il arrive Ouais. à bien mettre la pression, à bien cadrer, mais j'ai l'impression que il n'est pas en train de cadrer, tu vois, il se déplace par rapport à Brenner et ça s'avère qu'il arrive à bien se recalibrer à chaque fois, mais que c'est pas lui qui entreprend de vouloir vraiment minimiser l'espace de Brenner, c'est peut-être Brenner qui se déplaçait pas si bien que ça défensivement. Ouais, voilà. En tout cas, il y a pas réellement de structure. Par Mhm. contre, tu vois, sur le combat contre Drakkar Klose, il avance patiemment. Alors, j'ai l'impression que Drakkar Klose, bah, il se fait un petit peu, il est un peu inquiet, comme ça, il Ouais, recule, ouais, il se ouais. met directement sur le pied arrière, il arrive proche de la cage, il est en train d'attendre pour un check hook et tout. Et là, c'est vrai qu'il y a un bon cadrage d'Alvarez, il se déplace bien pour pouvoir cadrer. Et voilà, ça c'est ce que j'ai remarqué. Au niveau des techniques, je le trouve relativement classique. Donc dans sa manière de boxer, c'est comme tu l'as dit, hein, c'est des combinaisons, mais des combinaisons de kickboxing, tu vois, kickboxing classique avec on va avoir des check hooks, des 1-2, Le des low 3-2 aussi, kicks, ouais. front kick jambe arrière. Euh, voilà, il n'y a pas réellement un style de combattant, je trouve personnellement, longiligne, très grand pour sa catégorie. Mhm. Il va pas y l'utilisation de jab, il ne va pas y avoir l'utilisation des genoux ou des coudes quand c'est à distance de points pour l'adversaire entre guillemets. Mais par contre c'est efficace. Par contre il tape, j'ai vraiment l'impression que quand il envoie ses low kicks ça fait mal. Et puis bah, il a du punch. Hein. Mhm. Franchement quand il touche je pense que c'est solide, ouais, clairement. Quand tu dis ça, ça fait pas. J'y ai pas pensé avant le podcast, mais Charles Oliveira serait peut-être un peu dans cette catégorie, tu vois, longiligne et très technique, ce qui fait que
la propreté technique fait que les frappes sont fort appuyées ou peuvent faire très mal. Oui, Toi, quand tu alors regardes physiquement, quand tu regardes Charles Oliveira, tu dis pas c'est un power puncher. Par contre, non. Justin Alors Gaethje a c'est dit que celui qui l'avait frappé le plus fort, c'était Charles Oliveira, ce qui est surprenant parce que Justin Gaethje a vraiment été dans des guerres monumentales. Donc ici, sur Joel Alvarez, j'ai un peu ce même sentiment. Alors clairement, on en a parlé, c'était mardi, je pense, sur la question de la créativité avec Cory Sandhagen. Donc très créatif, beaucoup de techniques, beaucoup de choses, etc. Mais un manque de puissance parce que tu ne répètes pas toujours la même chose, toujours les mêmes combinaisons. Et donc effectivement, là, ça fait un bon parallèle. Du côté d'Alvarez, je trouve que c'est très simple, mais effectivement, comme il les répète régulièrement, son 1-2, son crochet avant, son low kick, son check hook, c'est complètement ancré dans le corps, physique, musculairement parlant. Et donc effectivement, je pense que comme avec Charles Oliveira, ça fait très mal dès que ça touche. Ouais. Et il a aussi un bon 3-2, je dirais. Crochet avant pour placer la tête et puis le direct en ligne qui passe bien. Moi j'avais aussi noté que voilà, il attaque assez bien le corps. Pour un grand, c'est pas fréquent, on va dire. Il envoie beaucoup son bras arrière au corps et puis il peut remonter à la tête. Et alors dans les défauts, forcément, là c'est une statistique qui est supportée par ce que j'ai vu. Lutte défensive à 40%. Et honnêtement, c'est pas comme s'il avait pris une grosse série de lutteurs dans sa carrière à l'UFC. Et il n'y a pas un lutteur qui l'a mis 10 fois sur son dos où tu pourrais dire, à cause du combat contre un tel, la stat est faussée. Non, là, dans tous les combats, enfin pas tous les combats, mais il ne s'est pas fait mettre au sol plus de 2 fois sur ses combats. Donc il n'y a pas un gars qui a vraiment surclassé le tout. Mais quasi tout le monde l'a mis sur son dos. Klose, Diakiez, Tsarukyan évidemment. J'ai pas tout en tête, mais voilà, j'ai peut-être les stats à proximité, mais ouais, je les ai. Yakovlev, Joseph Duffy l'a mis sur son dos, Belluardo l'a mis sur son dos. Il l'a mis sur son dos, mais il s'est fait trembler. Oui, mais voilà, quasi tout le monde réussit à le mettre sur son dos, mais c'est un peu ça le point. C'est un défaut, et j'ai l'impression que ce défaut, on en parle souvent quand on parle des très très bons grappleurs, c'était un défaut de Charles Oliveira puisqu'on a déjà fait le lien avec lui, tellement à l'aise sur son dos qu'il part du principe, je ne vais pas utiliser d'énergie dans ma lutte défensive, comme ça j'en ai une fois que je suis sur mon dos, qui est un domaine où je peux produire quelque chose d'offensif une fois que je suis sur mon dos. Au final, ok, il est entre guillemets facile à mettre sur son dos, et j'ai même pas envie de mettre entre guillemets. Quand tu regardes les takedowns qu'il prend contre Diakiez, tu dis ok, c'est pas si compliqué de ça de le mettre sur son dos, mais une fois qu'il est sur son dos, c'est un autre monde. Voilà, le takedown n'est pas la partie difficile contre Joel Alvarez, c'est ce que tu fais après le takedown qui devient difficile. Si on fait le parallèle si on continue dans les stats, il y a une petite stat aussi qui est intéressante, c'est donc on a parlé de son volume de frappe qui était à 4,50 et sa défense de frappe significatif absorbée par minute, il est à 3,32. Sachant que sur ces 3,32, il faut avoir en tête le combat contre Arman Tsarukyan, qui est une bonne purge, tu vois. Donc, il a quand même un bon système défensif. Bien évidemment, il est grand, il est difficile à toucher, j'imagine, mais il a quand même un bon système défensif. On est quand même comment je pourrais dire ça? Ouais, il touche 3 fois, il se fait toucher 2 fois, c'est à peu près ça, non? Ouais, le ratio, ouais. Ouais, un truc dans le genre, tu vois. Donc, voilà, ça, je pense que ça reste une stat intéressante qu'on pourra mettre en parallèle avec Benoît, notamment. Oui, on parlera de la stat de striking defense du côté de Benoît, parce que c'est là où le bas blesse, notamment. Dernier point sur Joel Alvarez, de temps en temps, et ça, c'est potentiellement parce qu'il est grand aussi, j'ai l'impression que ses retours sont lents. On a déjà souvent parlé, tu as des gars, quand ils combinent, la fin de la combinaison, c'est l'extension du dernier coup, pas la rétraction plus le reset. Et j'ai l'impression que Joel Alvarez fait partie de ces gars qui travaillent très bien au PAO, mais qui s'arrêtent à la fin de l'extension et qui ne va pas vraiment travailler le retour plus le reset. Et donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, en pied-point, pourrait se faire connecter en contre. Ah, ça va. Ça, j'ai pas prêté attention, mais personne ne l'a exploité, mais il y a vraiment des moments où je dis il a mis du temps. Alors peut-être que c'est parce qu'il a une très bonne lecture du jeu et il sait qu'il n'y aura pas de remise derrière. Mais voilà, comme l'a dit, parce que maintenant j'ai écouté Topuria qui est passé sur Joe Rogan, ça c'est une de ses qualités, c'est d'être capable de faire des longues combinaisons. Mais aussi contre Josh Emmett, je pense qu'il avait dit, Josh Emmett, il finit sa combinaison et après il baisse les mains, et c'est là où moi j'accélérais. Et je pense que quelqu'un qui a cette approche contre Joel Alvarez, qui ose avoir cette approche aussi, il faut oser avoir cette approche contre lui, ça peut payer. Ça peut payer. Et ça tombe bien parce que je pense que c'est le dernier point. Tu dis il faut oser. Je pense quand même qu'il a
quelque chose qu'il faut dépasser quand on l'affronte. Tu vois. Ouais. Je pense que il est pas flippant en soi, tu vois, mais sa dimension, sa taille, peut-être les premières frappes font qu'il peut être assez inquiétant. Je trouve que contre Dracarys, ça se voit grandement, Ouais. tu vois. T'es là, tu fais wow, mais il a déjà perdu, entre guillemets, avant de commencer. Totalement. Et cette question d'oser, il va falloir le faire. Surtout là dans la dynamique de combat pour Benoît, en revenant avec ce retour après 2 défaites, on aura un adversaire, voilà, il va falloir oser. Voilà. Ouais, je suis 100% et on en parlera potentiellement pendant les game plans, mais en fait, quand tu regardes ceux qui ont gagné contre Joel Alvarez, sont des mecs qui lui ont un peu foncé dedans, qui n'ont pas eu peur d'y aller, quoi. Parlons de Benoît Saint-Denis, hein, c'est un gars qui a percé non pas grâce à ses compétences techniques, mais grâce à un style très agressif et le mental qui va avec. Alors attention, ne me tombez pas dessus. Quand je dis ça, je suis pas en train de dire qu'il est nul techniquement. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas au niveau des skills purs qu'il fait la différence, et c'est pas là qu'il sort du lot par rapport au top 15 UFC. Il a les skills suffisants pour être à l'UFC, mais là où il fait la différence par rapport à ceux en dehors du top 15, c'est justement avec cette approche du MMA, d'être très agressif, très offensif, de ne pas avoir peur, d'aller à la guerre, d'avoir un bon menton, d'avoir un bon mental. Sur ces 2 derniers combats, voilà, je pense qu'on a tous vu que cette approche avait ses limites. Donc cette approche peut vraiment te faire percer très vite, très haut. Mais quand ça s'arrête, voilà, c'est un mur. Donc je pense qu'être capable d'allumer l'interrupteur agressif au bon moment, ça va lui servir. Mais il a aussi besoin de pouvoir utiliser ses compétences plus affinées dans des moments plus mesurés et être capable de gagner ces moments de cette manière pour reprendre son ascension vers le top 10. Donc je crois que toi et moi, on est assez d'accord là-dessus. Il a montré de belles choses debout, dans plusieurs combats, certes, mais sa force à l'instant T, c'est son sol. Ouais, écoute, alors sur l'aspect technique, moi je le définis vraiment comme un grappleur. Alors on va réutiliser le terme, ça faisait longtemps, brawler, donc bagarreur, tout simplement. Et je le trouve quand même très technique au sol, hein. Je trouve que techniquement, il est très bon au sol. Alors pas sur son dos, pas quand il commence à faire à travailler, je sais pas moi, la butterfly guard, mais en tout cas sur sa stratégie de mise au sol, de prise de dos, pour moi il est très technique. Effectivement, comme tu l'as dit, il y a des limites. Elles se sont vues debout, elles se sont vues très rapidement, en tout cas debout. Moi je trouve que ça n'a jamais été trop ça, et que pour pouvoir compenser, effectivement, c'était l'aspect intensité, l'aspect agression qui a complètement submergé des combattants qui, à mon sens, pouvaient être plus techniques debout. Voilà, ouais. Au sol, pour moi, s'il est dans son chemin de victoire, donc de mettre au sol, d'aller dans le dos, de chercher les soumissions, d'être au-dessus, il est très bon. Par contre, comme tu l'as dit, il va manquer un pan dans l'aspect technique, et notamment, ça va être sur son système, on l'a vu, son système défensif, une voie sur le dos, qui peut être annihilé par des très très bons grappleurs, tout simplement. Ouais, donc techniquement, voilà, c'est suffisant pour l'UFC parce qu'il l'a prouvé. Il se retrouve sur son dos à un moment contre Moïse, contre Frevola, contre ce qui d'autre. Moïse, Frevola, Bonfim, à un moment, il se retrouve sur son dos aussi. Et je pense que c'est assez éphémère. Il arrive soit à se relever assez rapidement, soit à retourner la situation. Mais là, on est vraiment sur un pool de combattants hors top 15. Ok, Frevola était dans le top 15 quand ils seront affrontés, mais comme j'avais dit, moi, Frevola, c'est un gars qui a fait un one-shot dans le top 15 et on le verra plus dedans. Contre Moïcano, on a vu qu'il manquait un petit truc pour vraiment percer dans le top, même au sol, qui reste sa force. Je te rejoins techniquement au sol. C'est au rendez-vous. D'ailleurs, j'avais dit ça à la première analyse que j'avais faite de BSD. Je m'étais fait allumer après en privé. J'avais dit que par rapport à la moyenne, son grappling était au-dessus, son striking était en dessous. Ouais. Et je pense qu'on est encore dans ce cas de figure. Oui. Écoute, je pense qu'on est... Même lui sera d'accord. Même son nouveau coach le dit, tu vois. Donc voilà, il n'y a pas de... On n'est pas... On sait, enfin voilà. Autre chose à rajouter, il est gaucher, et ça je pense que c'est quand même très important de le rappeler, on en a parlé tout à l'heure, c'est un gaucher, et si tu rajoutes 2-3 trucs quand même debout, c'est un combattant qui sait travailler en garde ouverte relativement bien. Donc il a vraiment perfectionné sa jambe arrière, et on l'a vu régulièrement, et elle sort
elle sort plutôt bien, elle frappe fort. Et bien évidemment, comme d'habitude, les points forts peuvent être des points faibles, parce que c'est ce qui s'est passé contre Moïcano, c'était attendu, ça a été exploité par son adversaire. Ouais. Mm. Je pense qu'on a fait peut-être un bon tour. Hein, ouais. Ouais, il y a un autre élément que je voudrais rajouter. Alors là, sur sa boxe, on a parlé, hein, donc il y a eu un changement d'entraîneur. Il y a eu aussi donc de head coach, mais il y a eu aussi un changement d'entraîneur. Il est entraîné maintenant par un coach de boxe anglaise. Ouais. Et ça, c'est depuis son combat contre Moïcano, si je ne dis pas de bêtises. C'est possible. En tout cas, le nouveau changement de camp, c'est depuis Moïcano. Donc, ouais, je pense qu'ils travaillent ensemble depuis. Ouais, en tout cas, moi, après ce combat en septembre. Ouais. J'avais recherché, j'avais trouvé une vidéo sur, je pense, de La Sueur qui parlait qu'il faisait appel au service de Luis Mariano. Et donc, on a pu voir un petit peu, notamment sur le début du combat contre Moïcano, des changements dans sa manière de boxer. Des petits changements. Mais on reviendra après. Ok, sur les comment on appelle ça, les Factor X. Les Factor X, voilà. Ah voilà, on va remercier notre sponsor principal et on revient pour aborder les Factor X parce qu'il y en a plus d'un. Nous tenions à prendre une minute pour remercier notre sponsor principal de longue date, Unibet.fr. C'est grâce à eux que nous pouvons continuer à consacrer autant de temps à produire ce contenu. Unibet.fr est le site qui t'offre les meilleures cotes sur les combats de MMA. Pareil sur l'appli numéro 1. Avec Unibet. Grâce à notre lien en description, les copains d'Unibet.fr t'offrent un free bet allant jusqu'à 100 €. Très important, inscris-toi uniquement, vraiment uniquement, si c'est pour jouer avec une approche ludique et surtout responsable, avec un budget que tu définis, que tu es prêt à perdre. Comme nous, vois ça comme une opportunité d'être émotionnellement plus engagé dans les combats et de te renseigner davantage sur le sport qui te passionne. Bon, on a plusieurs Factor X. Moi, j'en ai relevé 4. Je pense que tu vas m'en amener un 5e avec ceux dont on vient de parler. À la limite, commençons par celui-là. Finissons par celui-là. Oh, finissons par celui-là. Alors, premier, je vais rentrer dans le large. Je l'ai vu dans les commentaires aussi sur notre sondage. Donc, on n'est pas les seuls à avoir ce doute / inquiétude. On a un doute sur un nouveau staphylocoque chez Benoît. C'est toi qui l'as repéré ? Tu as un doute, moi j'ai pas de doute, moi. Toi t'as pas de doute, ok, voilà, toi t'as même pas de doute. Vas-y, c'est toi qui l'as repéré, toi t'as pas de doute, donc dis-nous en plus. Ah non, c'est pas moi qui l'ai repéré le premier, en tout cas je vous ai envoyé un message, il en a été question, il y en a plusieurs qui avaient relevé ça sur les réseaux, mais pour moi ça a quelques temps. Pour moi, oui, il n'y a pas de doute, c'est le reste ce qu'on appelle une pustule. Donc, il y a une coupure, ça s'infecte, ça gonfle, et puis quand ça s'ouvre, le pus s'évacue, tout simplement, et ça te laisse un petit cratère, quoi. C'est exactement ce qu'il avait la dernière fois. Donc, pour moi, non, il n'y a pas trop de doute qu'il y a eu un staphylocoque au front. Alors, peut-être pas la semaine dernière, hein, peut-être que c'est un peu plus loin quand même dans le camp, parce qu'il faut quand même un petit peu de temps pour que cette pustule, ça cicatrice. On l'a vu la dernière fois qu'il l'avait contre Dustin, ça a mis quand même quelques temps pour que ça disparaisse un petit peu du front, quoi. Ouais. Donc pour moi, non, j'ai quasi aucun doute là-dessus. Ok. Moi, comme j'ai toujours dit, c'est loin d'être mon domaine d'expertise de pouvoir évaluer ce genre de choses, mais donc on doit partir du principe que même si le staphylocoque est parti maintenant et que les vidéos dans lesquelles on voit ça datent d'il y a peut-être 3-4 semaines, il y a eu une partie de la préparation qui n'était pas optimale. C'est comme ça qu'on doit analyser ça. Après, il y a une partie, il faut savoir maintenant s'il a été rapide dans la prise en charge de ça, tu vois. Parce que c'est toujours pareil, hein, quand ça arrive, si tu es très rapidement, comment dire ça, pas sous antibio, mais voilà, tu vas chez le médecin. Si tu traites ça bien et rapidement. Ouais, voilà, tu vas aux urgences, tu fais une analyse sanguine pour savoir quel type de bactéries c'est, tu prends les bons antibiotiques et tu fais pas une cure d'antibiotiques pour te rendre compte que c'est pas le bon, puis une autre, tu vois. Et ça peut être réglé relativement rapidement, quoi. Ouais. Mais on le sait, les antibiotiques, c'est pas ce qu'il y a de mieux, surtout en camp d'entraînement, parce que c'est fatigant, ça prend de l'énergie, ouais. Ta flore intestinale, tu vois, donc la digestion, l'énergie, tous ces trucs-là, quoi.
Alors, on Voilà. peut toujours compenser en disant que c'est très rare pour des combattants d'avoir des camps qui sont optimaux, du début à la fin où tout se passe bien. Mais voilà, Mhm. ici, c'est un facteur où c'est assez clair. Il est passé par une étape où il avait une infection qui a plus que potentiellement diminué son énergie Ouais. pendant un temps donné. Mhm. Peut-être Alors, court si ça a été bien géré, peut-être plus long si ça a été moins bien géré. alors, par contre, soyez rassurés, c'est pour moi pas du tout dans la même fenêtre de temps que quand il a combattu Dustin Poirier, parce que je pense que sur le combat de Dustin Poirier, il y a eu plusieurs épisodes de staff et ça a été maltraité. Pendant toute cette période, il est arrivé, je pense qu'il a pris ses antibiotiques sur la dernière semaine, Ouais. parce que, enfin voilà, on avait une infection qui était déjà un peu en train d'attaquer la personne, et non pas juste un endroit, tu vois. Mhm. Donc pour moi, on peut être rassuré là-dessus. Le camp n'a pas été, peut-être pas le plus optimal, il y a eu ce petit bump, mais je pense pas que ça va... Trop Enfin, je pense jouer, qu'il sera... ouais, ça va pas jouer le jour du combat, ça Le va jour du juste un peu combat, jouer sur sa prépa, quoi. voilà, exactement. Mhm. Exactement. Le deuxième point que moi j'avais noté, c'est le cutting de Joel Alvarez. Il a pensé monter, ça risque d'être dur, et donc c'est un typique facteur X. Ça peut avoir un impact négatif si c'est pas géré à la perfection, comme ça peut être positif si c'est très bien géré et qu'il arrive bien plus lourd dans la cage que Benoît Saint-Denis. Donc là, c'est vraiment Ouais. la définition même du facteur X. Tu as un indicateur et ça peut vraiment prendre les deux directions. Ça peut être un gros avantage pour Joel Alvarez, et ça peut être aussi tellement compliqué qu'il n'y a pas une qui serait ultra fatigué la veille du combat et une réhydratation pas optimale et donc pas un niveau de performance optimal dans la cage. Bah Pour moi, c'est écoute, un point oui, hein. d'attention, surtout qu'il a déjà raté plusieurs fois le poids aussi, donc Ouais. deux Alors on peut, fois d'affilée en on, 2020 et mm, 2021. on peut quand même partir du principe, alors que ça peut quand même se rajouter sur quelque chose de positif pour Benoît, c'est que si il aura un cutting dur, et en plus qui va pas forcément beaucoup l'aider, parce que à mon sens, Alvarez sera plus en dessous en grappling et plus à vouloir se déplacer pour striker. C'est Donc vrai. pour moi, c'est deux défauts, quoi. Enfin, quand t'es striker, c'est pas la meilleure idée d'avoir un gros cutting, tu vois. Ouais, en fait, c'est vrai que selon la tournure du combat, et on en parlera plus pendant la partie game plan, mais si on a un combat où Joel Alvarez cherche plus à striker, l'avantage de poids sera pas un si gros avantage parce que justement, ça pèsera plus Au lourd pour contraire, bien se ouais. déplacer. Et s'il est sur son dos, bah, ça l'avantage pas spécialement. Par contre, Ah si non, Joel Alvarez arrive à prendre une position de contrôle, c'est là où ça devient un avantage. Maintenant, il faut que cette situation se ouais, produise. mais tu sais, une position de contrôle quand t'es plutôt grappleur et pas lutteur, ça reste un désavantage aussi. Ça veut dire que t'as un gars en dessous qui va être un peu plus anguille, un peu plus rapide pour pouvoir Mhm. se relever, pour pouvoir prendre ta jambe, prendre le dos, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc, C'est clair. ouais, bon facteur X en tout cas, et à mon humble avis, à l'avantage de Benoît Saint-Denis. Ok. Le troisième facteur X, bah, ça, on en a déjà brièvement passé, mais voilà, on l'établit ici noir sur blanc dans cette section facteur X. L'état d'esprit de Benoît Saint-Denis. Il est sur 2 défaites. Il est contre un gars qui est en pleine confiance. Bah, forcément, ça pose toujours question. Il y a certains combattants vont être très très forts face au mur. Et puis d'autres combattants, ça peut jouer contre eux. On a vu un Dracarlos qui a été effrayé par Joel Alvarez. Et quand tu es effrayé contre Joel Alvarez, ça passe pas du tout. Par contre, Mm. si tu arrives à rentrer dans le bon mindset en disant non, il faut absolument que je gagne ce combat, je vais lui rentrer dedans pour aller chercher cette victoire, ben, ça peut être un avantage. Donc voilà, encore une fois, ici, c'est un facteur X. Ça mérite d'être dit parce que ça fait partie du narratif du combat. Ça peut aller dans les deux sens. Ouais, je te rejoins, hein. C'est très très compliqué de savoir sur la question du mental. En tout cas, ce qui est sûr, et c'est sur ce que nous a partagé Benoît sur sa chaîne YouTube, c'est que il a l'air très investi dans son camp, il a l'air très... J'espère. Alors, c'est toujours pareil, hein, c'est pas trop investi non plus, parce qu'il faut qu'il se repose, il faut aussi qu'il prenne du temps et qu'il garde de l'énergie pour le combat et pas que dans le camp. Mais effectivement, ouais, le mental, ça peut... ouais, ça va être un facteur X, mais qui peut aller dans un sens comme dans l'autre. Bah, il y avait des inquiétudes sur un peu la structure du camp d'entraînement avec Nicolas Haute qui est à Paris et sa famille qui est sur Bayonne. J'ai l'impression, et encore une fois, c'est difficile de dire, j'ai l'impression que ça part dans le positif. Il a vraiment
son moment de Ouais. repos mental quand il est avec sa famille à Bayonne et il est vraiment dans son environnement avec un état d'esprit très sain. Et voilà, il se déplace toutes les semaines sur Paris pour vraiment rentrer dans le moule. Et Nicolas Hott nous a dit dans notre dernier podcast ou avant-dernier podcast qu'il y avait vraiment cette structure en mode on est là pour toi, Benoît, et tu es le gars duquel on s'occupe. On va faire des one-one avec toi, on va ramener des sparring partners, etc. Et puis de temps en temps, il va aussi au cours où il n'est qu'un numéro et il s'entraîne Ouais. comme tous les autres. Donc il y a un peu, on en avait déjà parlé dans plusieurs podcasts, mais il y a un peu cet équilibre en mode, ok, tu fais partie de l'équipe, tu es juste un gars. Et ça, c'est bien pour l'ego, pour le mental. Et puis de temps en Ouais. temps, tu as vraiment ta couverture en one-one. On se concentre sur toi pour que tu aies une préparation spécifique. Donc moi, j'ai l'impression qu'on a un bon équilibre entre ces deux éléments-là, plus l'élément, je retourne un peu dans la ville que j'aime, auprès des gens que j'aime. Et puis de temps en temps, je viens me mettre au charbon sur Paris. Dernier Ouais. facteur X que moi j'avais soulevé. Deuxième changement majeur en 2 combats en termes de camp d'entraînement. Voilà, ça peut tourner en positif encore une fois, mais ça relève vraiment d'un facteur X. Il perd contre Dustin Poirier, il va s'entraîner uniquement à Bayonne. Il perd contre Moïcano et il y a une répartition Bayonne avec un nouveau head coach. Voilà, c'est des changements. Les changements, ça demande du temps, ça demande des nouvelles habitudes, ça demande des nouveaux repères, ça demande des nouveaux canaux de communication, etc. etc. Ça peut apporter du positif, certes, mais ouais, le changement a d'office un impact. D'office un impact. Ouais, alors moi sur le changement de camp, c'est MMA, hein, purement MMA, ça m'inquiète pas trop, tu vois, clairement pas, dans le sens où je pense que la dynamique d'être chapeauté par un head coach, d'avoir d'autres combattants qui sont là, qui préparent leur combat, c'est ce qu'il avait avec Daniel Warin, tu vois. D'être dans un club, t'arrives, tu viens, tu fais tes trucs le matin, tu t'entraînes, c'est dur. Euh, donc moi je trouve ça très très bien, je trouve que au contraire, ça le remet dans la dynamique qu'il avait avant, Ok. tu vois. Par contre, là où le changement, je suis un peu plus inquiet, c'est, j'en ai parlé, c'est ce changement en debout avec le coach de boxe anglaise, euh, Luis Mariano, qui est une personne renommée, hein, qui est coach national et d'origine cubaine. Et je dis pas ça juste, mais surtout parce que son style de boxe, c'est un style de boxe cubain. Et ça m'inquiète un petit peu plus parce que j'ai peur et j'ai eu l'impression, en tout cas sur le combat, son dernier combat à Paris, qu'il y avait un style de boxe tenté par Benoît qui n'était pas encore maîtrisé, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et par exemple, là, je voyais sur sa dernière vidéo, enfin dans les vidéos qu'il y a eu où il va s'entraîner, on est vraiment sur un style de boxe qui est long à digérer, qui est long à il travaille sur les basiques, sur des éducatifs. Des éducatifs que tu fais, que tu dois faire et que tu peux pas, surtout pas, venir avec sur un combat quand ça fait que 6 mois, 1 an que tu les travailles, tu vois. Je vois C'est très bien. C'est ce que je disais pour Yann Gary avec les techniques de Demian Maia, tu vois. ouais, La pour dernière moi, fois, on disait que ce serait intéressant pour lui de s'inspirer un peu du jeu de Demian Maia pour oui, les mises mais au si tu sol, veux, le travail au sur Demian sol. Maia, c'est du détail que tu apportes. C'est-à-dire que Ouais, bah, ouais, quand ouais. il est dans le dos, une fois que tu es dans le dos, c'est ça. Ça va être place ta tête ici, fais ça, tu vois, c'est pas grand-chose, quoi. Ouais, C'est c'est pas une des ajouts. c'est pas comme si tu es grappleur sur le dos et quand une fois tu vas chez un lutteur et que et qu'il dit maintenant tu vas travailler en top Ouais, c'est position. ça. Là, C'est il y la a tout un différence travail entre à faire. ajouter des nouveaux Ça n'a rien à détails. voir, la comparaison n'a strictement rien à voir. Ok. Là, on passe d'un style brawler, rentrer, passer en dessous, frapper, et sur un style beaucoup plus léger sur les appuis. Hop, 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 je recule, j'avance, je recule, j'avance, je jab, j'envoie, tu vois. Quasi, je vais pas dire boxe olympique, mais on n'est pas du tout pour moi, sur le style de Benoît Saint-Denis. Et je t'invite vraiment à regarder les premières combinaisons que Benoît fait en anglaise contre Moïcano, avec des trucs bien propres comme ça au corps et tout. Aïe, aïe, aïe. Pour moi, les trucs bien propres comme ça, alors que t'es un brawler, pour moi, c'est dangereux, tu vois. Ok, et donc en gros, tu considères qu'on est peut-être en train de reformater son style debout plutôt que peaufiner. En général, quand tu es avancé dans ta En carrière, tout tu cas, vas chercher à peaufiner, quoi. sur les vidéos que j'ai vues sur YouTube, pour moi, il y a une sorte de transformation, tu vois, dans les déplacements, on le voit là, je sais pas si où il fait des petites avancées, des petits sauts comme ça et tout. C'est comme, enfin, ouais. Moi, je sais pas,
Bien évidemment, à l'entraînement, quand on va boxer, on va travailler sur du shifting, type Mike Tyson, bien compact, des roll under. Et puis, mais sur la même séance, on va avoir ce genre de travail et on va avoir du travail de In and boxe out. soviète, tu vois, Ouais. rentrer, sortir, les pieds légers, tac, tac. Euh, mais ce que je dis aux gars, c'est vous sélectionnez, faites Ouais, c'est pas. ça, ouais. Parce que j'essaie de donner un petit peu à manger à tout le monde, entre guillemets. Ouais, c'est ça, Mais par contre, c'est le but d'un si j'ai entraînement un, public, c'est tu donnes plein de façons de combattre différentes, et puis c'est aux combattants à se dire, ok, je me sens plus à l'aise avec ça, je me sens plus efficace avec ça, je me sens pas du tout efficace avec ça, je jette. C'est ah ouais. l'esprit. C'est quoi qu'il a dit, Bruce Lee? Euh, ouais, son expression connue. Tu prends ce que t'aimes, tu jettes ce que t'aimes pas, et tu adaptes. Je sais Je suis loin du compte, mais il y a Ah, quelque chose il en a dans cet tellement, il en a ordre tellement des d'idée, tu phrases. vois. C'est vraiment ce qui te convient Euh, pas, tu jettes. Ce qui te non, ce qui est convient très bien, tu superflu, gardes. etc. Ouais. Ouais, et puis tu En tout adaptes cas, le reste, voilà. hein. Moi, c'est ma grosse inquiétude, dans le sens où j'ai des combattants chez moi qui vont être des bagarreurs. C'est des mecs qui rentrent, ça tape et tout. Euh, Ceux-là, ils font la technique, ils font du soviet le mardi, etc. Mais par contre, techniquement, ils sont beaucoup sur du shift, beaucoup sur du roll under, beaucoup sur de la bagarre, beaucoup sur du travail au corps. Euh, Tu vois, je vais leur dire, ouais, influence-toi je sais pas, moi, Bob Duran, bon, pourquoi pas Mike Tyson, bien évidemment, mais vraiment du truc, je vais pas commencer à leur dire de faire euh, un autre style, tu vois. Ouais, ouais. Mais Et donc, pour attends, moi, attends, c'est le, ouais, juste parce que j'aime pas du tout ce que j'ai dit par rapport à Bruce Lee parce que c'était loin de son quote. Son quote est vraiment bien. C'est adapt what is useful, reject what is useless, and add what is specifically your own. Donc c'est adapte ce qui t'est utile, rejette ce qui t'est inutile et ajoute ce qui t'est propre. En gros, à ton jeu. Et donc là, on est ouais. ouais, on est peut-être sur adapter ce qui ne lui est pas utile. Ça lui sera sûrement utile au fur et à Ouais, mais mesure. sur du court terme, tu vois. Sur du court Ouais. terme, il faut vraiment garder ça, en Alors, plus, voilà. Et donc, moi, est-ce qu'on peut transformer ça peut-être en facteur X positif en espérant ça, que la stratégie est pas du tout de striker ici, donc c'est pas grave que ça travaille là-dessus, et c'est un coup d'avance pour le prochain combat où, oui, voilà, si oui, c'est bien dans 6 sûr, mois, bien il sûr. aura eu peut-être 1 an de fenêtre pour trouver ce nouveau style qui lui sera peut-être encore plus adapté et encore plus efficace. Ouais, bien sûr, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Mais on le sait bien, et les combattants, on va avoir des coachs et on a envie de leur faire plaisir en utilisant leur technique. En combat, il faut absolument pas faire ça, Non, tu ça, il vois. faut jamais faire. Et moi, c'est ce qui m'a un peu inquiété sur regarder le premier round de Moïcano sur sa anglaise, c'est pas ce qu'il fait habituellement, tu vois. Mhm. Et donc voilà. Donc moi, j'espère de le voir rentrer un peu plus avec ses kicks, un peu plus compact, et rentrer dans les jambes comme il a fait avec Dustin Poirier, où vous allez pas du tout retrouver de boxe propre où on tourne bien les épaules avec le truc au menton. Ah non non non, tu plonges là-dedans, tu tapes, tu frappes au corps, tu passes en dessous. Vraiment un truc bagarre, clairement. Ok. Et on passe au dernier facteur X qui est le tien, sauf si tu en as plusieurs, mais au dernier avec un X à haut et un S à dernier. Là, c'était celui-là. Hein. Ah, c'est celui-là, en fait, ouais, c'est en parallèle avec mon quatrième. Du coup, parfait. Il est temps pour nous de passer aux stratégies. On va commencer par Joel Alvarez. Donc, si tu travaillais avec lui, quel chemin prendrais-tu? Alors, question classique de mon côté. On a 3 défaites chez Dustin Poirier. Est-ce que tu pars sur quelque chose un peu à la Elisu dos Santos ou Poirier, c'est-à-dire battre le feu par le feu, debout, ou bien plutôt sur quelque chose qui ressemble à celui de Moïcano, de mettre baiser sur son dos, ou alors tu cherches un nouveau blueprint? Hmm. Alors, je vais plutôt. Alors, pour moi, ça serait plutôt un mélange. Je pense que Alvarez va devoir faire face à une vague au premier round, en tout cas dans les 2 premières minutes. Il doit s'y préparer et il doit arriver, être légèrement menaçant, essayer de mettre quand même Benoît sur le pied arrière. Mais s'il y a trop de pression, être capable de désengager, couper les angles, chercher avec des check hooks, et au moins, en tout cas, comme l'a fait Dustin Poirier, survivre le premier round, clairement. Ouais. On sait qu'il a un gros cardio, Benoît, mais je pense que il aura toujours les débuts de round où il sera à découvert, quoi, tout simplement. Mhm. Donc, pour moi, ça serait plutôt ça. Je pense qu'Alvarez pourrait trouver des ouvertures, être très agressif quand Benoît sera à la cage. Benoît aime bien rentrer
avec l'oreille droite sur le corps de son adversaire. Les coups de plongeant sont autorisés. Je pense qu'Alvarez est très, très agressif là-dessus. Il l'a déjà montré. Donc, il doit être vraiment agressif sur toutes ces positions-là. Travailler pour sortir dès qu'il est mis à la cage. Je ne pense pas que... Je suis pas sûr que Benoît cherche à mettre au sol à l'ouvert. Donc, il va vraiment falloir que Alvarez travaille sa défense dos à la cage. Clairement. Ouais. Et Ouais, je donc, pense oui, aussi. s'il y a un blueprint, pour moi, c'est plus, même s'il n'y a pas le staff qui a pu clairement entamer son cardio, mais pour moi, ce serait plutôt du côté de Dustin Poirier, quoi. Ouais, ok. Donc, vraiment être capable de survivre ce premier round en gérer un maximum l'intensité que peut souhaiter mettre Benoît Saint-Denis. Ouais, et garder debout. Et garder debout, c'est-à-dire, moi j'avais noté ça évidemment, c'est mettre de l'énergie dans la lutte défensive ici. Entre guillemets, enfin, tu vois, vouloir rester debout, ça veut dire, à un moment, tu dois défendre. Et pour défendre, tu dois mettre de l'énergie. J'ai l'impression que dans certains combats de Joel Alvarez, ici, il a vraiment cette notion de c'est pas grave si je me retrouve sur mon dos. Ouais. Donc, limite, il laisse carrément l'autre finir son amener au sol, juste en s'assurant d'être dans la garde. De finir dans la garde. Et je pense que contre BSD, c'est peut-être pas dans son intérêt de faire ça, c'est plus dans son intérêt de se dire non, ici, je défends la lutte, je veux pas être sur mon dos. Donc, à un moment, il y a une notion d'énergie qui doit être déployée comparativement à ce qu'il a pu faire dans le passé. Donc, c'est un ajustement dans son jeu. Ouais, alors, moi, je te rejoins, mais je pense qu'il est possible de pouvoir défendre la lutte sans trop cramer d'énergie au contact. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il doit garder à distance et se déplacer. Et je pense que la défense de lutte qu'il doit avoir en priorité, pour que ce soit pas trop énergivore, c'est dans ses déplacements. Ouais. Je pense qu'il doit être capable de ne pas reculer tout droit, de pouvoir changer d'axe, menacer avec son jab. Voilà. Je pense que s'il reste en face, comme il a tendance à le faire, on va avoir un BSD qui va envoyer une grosse frappe, courir en mode rugby, le plaquer au mur et trouver une ouverture pour le mettre au sol. Je pense que Frevola a perdu contre Benoît Saint-Denis, mais ça n'empêche que il avait dit que dans sa stratégie contre Benoît Saint-Denis, il sentait que le Français avait de temps en temps un peu trop faim d'agressivité, trop faim d'action et qu'il pouvait surengager par conséquent. Ouais. Et qu'il pensait chercher à l'absorber, à être à une bonne distance, à le laisser vraiment surengager pour venir le contrer. Je pense que ça fait c'est dans les cordes de Joel Alvarez de pouvoir faire ça. C'est d'être capable de peut-être capitaliser sur un moment suragressif de Benoît Saint-Denis où il y a une ouverture. Ouais, mais je pense qu'il devra bien se déplacer avant, tu vois. Mais c'est ce que j'allais dire. Pour ça, le prérequis, c'est des bons déplacements. C'est des bons déplacements et puis c'est poussé. Alors, pas chercher le compte directement parce qu'il va se méfier, mais voilà, reculer une fois, puis se replacer au centre, reculer 2 fois. Et puis à un moment donné, effectivement, quand Benoît Saint-Denis va être obligé d'avancer beaucoup plus pour rattraper ou couper, c'est là où il peut trouver un compte, clairement. Au niveau BSD, avant de parler technique, où je pense qu'on aura des choses intéressantes à dire, j'ai pensé à un bête détail hier, et donc je vais te poser la question. Et si la stratégie A de Benoît Saint-Denis, c'était d'aller gagner à la décision? Ils n'y sont pas habitués. On s'attend à un combat très engagé. Je pense que Joel Alvarez s'attend à quelque chose de très, très engagé dès le début. Et venir surprendre en pourrissant un peu le combat, ça peut vraiment être un chemin vers la victoire, je pense en tout cas. Lutter et contrôler quand il pense, c'est peut-être à la fois la stratégie la plus safe, mais aussi celle avec la plus haute probabilité de passer. Qu'en penses-tu? Ouais, je trouve que c'est une bonne idée. J'aime bien. Ouais. Je n'y avais pas pensé en soi. Je me suis dit qu'il y avait quand même une possibilité que ça aille à la décision, hein. Parce que c'est que 3 rounds, entre guillemets. Mais ouais. Je pense en tout cas clairement qu'il doit arriver dans une dynamique de gagner à la décision. Clairement. Ça, ça doit être écrit en gros sur son game plan. Tu viens pour l'emporter à la décision. Si tu l'étrangles au premier, tant mieux pour toi, c'est bien, on est content. Mais tu dois, comme avec la même dynamique que Tsarukyan. Je pense pas que Tsarukyan s'est dit, tiens, je vais l'ouvrir et je vais gagner au 2e round. Non, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il était là pour gagner les minutes et suffisamment pour reprendre 2 rounds et idéalement les 3. Je pense qu'il aurait pris les 3, ça aurait été une purge, voilà. Mais voilà, ça s'est arrêté avant. Mais il n'y avait pas de dynamique où on le voyait urger à vouloir prendre le dos ou à vouloir chercher une soumission. Il était là, boum, il allume, il prend son round, il recommence, il allume. Voilà, j'aime beaucoup. Ouais, écoute, j'ai pensé bêtement comme ça hier et je me suis dit c'est peut-être ça le meilleur chemin. Au-delà de ça,
bah forcément, il faut être celui qui avance. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus, parce que Joel Ouais. Alvarez, il fait vraiment le meilleur de son travail quand lui a le centre et quand son adversaire est dos à la cage. Donc, tu enlèves un peu la meilleure situation de ton adversaire. C'est déjà un combat plus prenable pour toi. Je pense qu'il doit s'inspirer de Ismagulov sur le volume, principalement le volume de feintes, le nombre d'informations envoyées, mais en plus avec les menaces de takedown, parce que Ismagulov n'a pas menacé les takedowns. Et surtout, ce que j'ai bien aimé du côté de Ismagulov, c'est la proportion de frappes qui a été envoyée au corps, 46%. Il envoie 46% de ses frappes au corps contre un grand, avec un Alvarez qui il est assez ouvert au corps. Et en plus de ça, bon alors c'est en garde fermée, mais sa main arrière, il chasse très très bas quand ça va au corps. Et donc il y a un truc qui est assez live, c'est le direct au corps, high kick gauche pour Benoît Saint-Denis. Ouais, ça peut passer. Ah ouais, mais Il faut chercher très haut. Il faut chercher, mais il est super souple, j'ai l'impression, Benoît Saint-Denis. Je crois qu'il est super souple des hanches. Il n'a pas encore montré son. Bah, si, il a montré son high kick contre Frevola, tu vois. Frevola, c'est pas 1m91 quand même. Non, je sais, mais Non, tu vois, moi, les high kicks à la Anthony Pettis contre Joe Lawson qui viennent vraiment sur le coup là. Ouais, franchement, moi je trouve ça compliqué quoi. Non, tu vas au corps, je suis d'accord. T'as un pari, tu feintes et tu envoies pour un overhand, ouais, beaucoup plus, tu vois. Ouais. Ça, clairement. Et puis bah ça lui ouvre pour la lutte après. Mais par contre, feinter au corps, envoyer un high kick, en plus, si tu l'as pas prêt, si tu t'es pas entraîné, c'est ton point qui est là, ta jambe, tu vois, ça bloque, tu vois ce que je veux dire? C'est qui a envoyé ça? On avait été super impressionné par celui qui a envoyé ça il y a pas longtemps, à la Stephen Thompson là, où tu as vraiment le direct et puis tu as le high kick qui vient. Ouais, ça peut-être Benoît est pas capable de direct faire, au corps, avec un direct. Il met un direct et puis il y a vraiment un petit temps d'arrêt. Pendant ce temps d'arrêt, il fait un side step et puis il envoie sa jambe, mais vraiment par derrière. Et il vient. Ah, peut-être, ouais. On a parlé de ce combat, c'était il y a 1 mois et demi, un truc comme ça. Le gars qui s'entraîne avec Ryan Hall. Tu te rappelles pas? Si. Oui, il avait battu. Tanli. T-H-A-N. Ouais, qui s'entraîne chez Tanli, ouais. C'est pas lui? Mais il s'entraîne chez eux. Ah oui, c'est bon, je me rappelle. Un mec. Pérez, non? Ouais, c'est un nom latin. Un mec qui a genre 38 ans et tout, et c'est pas celui qui s'est pris un low kick. Après, il a fait un et puis il fait directement un spin dessus. Ouais, c'était magnifique. Ouais, voilà, ce genre de truc, ça passerait contre Alvarez, mais bon. Écoute, on va pas le faire. L'exploitation du pari, je trouve ça bien, mais par contre, je pense qu'il doit rester en anglaise, tu vois. Je pense qu'il doit feinter le direct et enrouler pour un overhand, et sûrement qu'on aura un Alvarez qui va reculer, et puis pourquoi pas combiner sur la lutte. Ouais. Moi j'ai noté la même chose que toi, hein, sur l'aspect technique dans le game plan. Je pense qu'il y a un travail à faire au corps. Je pense qu'il doit être capable de pouvoir envoyer son 2, faire le roll under, parce qu'on a quand même régulièrement des check hooks de la part d'Alvarez. Les calf kicks, je pense que ça peut être intéressant. Calf kick, jambe intérieure. Ouais. Et puis alors les saisies de jambes en garde ouverte. Donc il est relativement grand, tu vois. Alors c'est qui fait ça déjà? Tu vas saisir la jambe comme ça, tu vas saisir la jambe et t'envoies un overhead en même temps, tu vois, la jambe qui est devant. Anderson Silva contre James Irvin. Oh non, je me rappelle pas ça. Non, je te parle de plus récent quand même. Ah, plus récent. C'est un gars qui fait ça souvent, ou alors tu me parles d'un KO qui a eu. Non, je te parle d'une technique. Georges Saint-Pierre faisait ça aussi. Georges Saint-Pierre faisait ça aussi. Attraper le low kick, mais lui c'était plus un direct. Non, ne pas attraper le low kick, c'est la jambe devant, garde ouverte, t'attrapes, tu saisis la jambe avant, tu grappes la jambe avant et tu frappes avec ton bras arrière, tu vois. Ouais, ça va me revenir, peut-être ça va me revenir. Ouais, en tout cas, Franck Edgar, il fait des amenés au sol comme ça, où il vient prendre la jambe avant et puis il pousse sur l'épaule. Qui ça? Frankie Edgar, mais c'est pas pour frapper. C'est ça. Ok. Ouais, voilà. Okay. Bah, tu imagines la même chose, sauf que tu mets une grosse droite. Ok, parfait. Oui, je vois très bien. Ouais. Ça fonctionne. Ça pourrait fonctionner sur un grand et frapper au corps, et ça permettrait d'ouvrir. Je vous donne quand même pas mal de techniques qui permettent d'ouvrir pour la mise au sol quand même, parce que je pense que c'est un peu la stratégie d'être capable de boxer pour lutter. Et après, lutter pour boxer, donc mettre au mur. Je pense qu'il doit vraiment faire attention quand il va chercher ses takedowns à avoir prioritairement la tête à l'intérieur.
Ouais, j'avais noté Voilà. aussi. Comme il l'a fait avec Dustin, et une tête pas trop basse, parce que je suis persuadé qu'Alvarez va chercher les coudes. Il l'a déjà fait. Donc, frapper, pousser, garder sa tête intérieure, continuer à faire gonfler son oreille en chou, son oreiller droite, tu vois, bien frotter au niveau, voilà, il faut qu'il reste au niveau des pecs, et à partir de là, bosser. Et je pense qu'il sera capable de prendre le dos, comme il l'a fait avec Dustin aussi. Ah oui, exact. Et je pense sincèrement qu'il est capable de faire ça. Ouais. Ouais, écoute, j'avais noté vouloir mettre au sol avec 2 points d'attention, ne pas shooter de trop loin, ce que Benoît Saint-Denis a déjà fait dans plus d'un combat, notamment contre Stolz et contre Moises. Et quand tu shootes de loin sur des moments qui sont pas opportuns, contre un opportuniste, c'est pas une bonne idée. Et alors surtout ne pas, j'avais mis surtout ne pas laisser sa tête disponible à la guillotine. Alvarez en a 4 sur son palmarès. Il aurait pu en avoir 5 s'il avait choisi contre Drakkar Klose, donc c'est pas mal, hein, 5 guillotines, ouais, 4,5. Il a un Dars aussi, donc il ne faut pas oublier que ça fait partie des variétés des headlocks. Donc voilà, faire très très gaffe à ça. Et alors au sol, il faut s'inspirer de Tsarukyan. Moi je trouve que Tsarukyan au sol, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tué dans l'œuf toutes les tentatives d'Alvarez. Avant même que Alvarez n'a pas pu construire quoi que ce soit, parce que dès qu'il prenait un poignet, Tsarukyan libérait son poignet. Dès qu'il créait un angle et qu'il faisait la crevette, Tsarukyan revenait sur l'angle. Donc Tsarukyan avait vraiment ce mode, je ne construis rien tant que Alvarez travaille. Et puis dès que je sens que Alvarez arrête de travailler, c'est là où moi j'impose mon jeu. Et je trouve que cette approche avait été nickel, parce qu'en fait tu peux pas sous-estimer quoi que ce soit chez Alvarez au sol. Tu lui laisses prendre un poignet, tu attends 1 seconde de trop, tu risques d'être mis en danger. Donc c'est vraiment tuer dans l'œuf, avant même qu'il y ait une menace de soumission. C'est dans tu tues dans l'œuf les setups de soumission, quoi. Moi, j'aurais tendance plutôt à le voir, non, alors peut-être pas dans la garde, parce que il a quand même je pense qu'il est capable de mettre des bons triangles Alvarez, de pouvoir ouvrir aussi avec les coudes. Ouais. J'aurais tendance à vouloir que Benoît garde le combat contre la cage, au sol, tu vois. Donc soit il a un Alvarez qui veut se relever, lui donne le dos, il s'installe, soit qui va se retrouver à moitié assis comme ça pour fermer la prise de dos, et en même temps se prendre des frappes dans la tête, tu vois. Se prendre des frappes, se faire ouvrir. Je pense que ça peut être des bonnes options. J'aurais tendance à vouloir le voir pousser au mur, chercher la prise de dos, pousser vers l'avant pour qu'il tombe sur au moins un genou, installer son crochetage, tu vois, le double grapevine sur la jambe gauche d'Alvarez, frapper, chercher à le faire descendre, continuer les coudes, être peut-être dans une sorte de demi-garde, monte, mais vraiment collé à la cage. Ça, c'est vraiment, pour moi, je trouve, donc bien évidemment influencé par ce qu'a fait Tsarukyan, mais en rajoutant cet aspect cage et cet aspect coincer un adversaire qui est potentiellement très très bon grappling, parce qu'il ne faut pas oublier que Tsarukyan, c'est un lutteur grappleur et qu'il est très très habitué à être dans la garde. Je ne suis pas sûr que Benoît, ça soit son plan A de travailler dans la garde, tu vois. Non, je suis d'accord avec ça. Totalement d'accord avec ça. D'autant plus que les amener au sol auront probablement lieu à la cage, donc autant profiter de la présence de la cage pour aussi limiter certains mouvements de Joel Alvarez. Ok, selon notre sponsor Unibet.fr, c'est Joel Alvarez qui est favori à 1,55. Le français pointe à 2,30. On est donc sur un 60-40 bien ancré. Je suis allé voir à l'international. J'avais vu sur Twitter des comptes qui avaient dit que BSD avait ouvert l'ultra favori et tout. Rien à voir, non. BSD était à 2,40 à l'ouverture. Ça s'est donc légèrement rapproché. Ça veut dire qu'à 2,40, l'international s'est plus positionné sur BSD que sur Joel Alvarez, sans exagération. Maintenant, on est à 2,30. Donc voilà, on a 0,10 de changement. Qu'est-ce que tu penses de ces cotes? Et profites-en pour avancer sur ton prono. Ouais, c'est compliqué hein, sur les cotes, surtout quand c'est un Français. Écoute, je pense clairement qu'on sera tous d'accord de dire que c'est lié forcément à ce qui s'est passé avant, à l'année 2024 de Benoît Saint-Denis. Je trouve, si je regarde vraiment dans les dynamiques de combat, skills pour skills, on va dire, je vois quand même, avant de regarder les vidéos sur Daniel Alvarez, avant un petit peu de... Joel Alvarez. J'ai dit quoi, Daniel, ouais. De Joel Alvarez, moi, j'aurais pu me dire, Benoît, ça va être très, très compliqué. Ouais. Je vous avoue qu'en regardant à nouveau toutes les vidéos et en partant vraiment du principe qu'il va arriver sur ce qu'il est capable de faire de mieux, je vois quand même beaucoup plus serré, tu vois.
je vois vraiment un chemin. En tout cas, si je reste sur ce que j'ai l'habitude de faire, de plutôt parier sur le lutteur grappleur, je parierais plus sur Benoît, tu vois. Mhm. Mais c'est vrai qu'il y a tout ce qui s'est passé avant qui peut jouer vraiment sur l'histoire du combat. Bah, déjà, on a beaucoup de Factor X. Donc, je crois que c'est le premier épisode avec autant de Factor X. Donc, quand on dit Factor X, on dit chaque fois qu'il y a des pourcentages qui peuvent aller d'un côté comme de l'autre. Donc, forcément, c'est difficile d'évaluer. Moi, pour te donner mon avis, et ça rejoint un peu ton trajet, on va dire. Donc, de base, je l'avais dit publiquement, je pense, hein, au tout début, je voyais un 55-45, voire un 60-40 Alvarez. Donc, je suis sur les codes de Paris. Ah ouais, Après toi, tu avoir voyais revu ça au début. Ouais. revu ces combats, j'ai pris un peu plus confiance en les chances de Benoît. Mhm. Nous, on n'a fait qu'une analyse macro. Et je suis persuadé que Nicolas, il va faire une analyse, même pas micro, il va faire une analyse nano. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à exploiter. Alors, ça dépendra beaucoup de la capacité d'écoute de Benoît pendant le camp et pendant le combat. Mais je suis pas loin d'inverser les cotes les plus serrées. Donc, je suis pas contre de voir un 55-45 pour Benoît. Mais il doit faire le combat parfait. En fait, Ouais. c'est ça. Moi, mon truc ici, c'est pour gagner, Benoît doit sortir le grand jeu. Il doit être bien mentalement. Il doit avoir fait une bonne prépa, un bon cut. Il doit avoir été à l'écoute. Il doit venir avec une capacité à suivre un game plan, à l'implémenter. Et dans ce cas-là, j'y crois. J'y crois. Donc, j'ai vraiment envie. Voilà, ici, évidemment, il y a du cœur qui parle avec le prono. Donc, il y a du cœur qui parle avec la tête. J'y crois, j'ai envie d'y croire. Et mon pronostic, c'est Benoît à la décision. Donc, je me mouille un peu sur la méthode parce que les gens vont. Voilà, les gens vont plutôt dire ce combat va pas à la décision. Je crois que les cotes de paris sur une décision seront très intéressantes. Je pense pas que je vais parier sur Benoît parce que à 2,40, je trouve pas ça suffisamment intéressant personnellement. Mais Ah ouais, j'attends de quand voir même. la cote du combat qui va à la décision et je pense que j'irai mettre une fraction d'unité dessus parce que je le sens arriver. Ouais. Bah écoute, moi au réveil, après avoir vu la vidéo de Benoît Saint-Denis sur YouTube, là, sur son dernière semaine d'entraînement, je me disais, ouais, ça va être compliqué, je vais pas me positionner là-dessus, tu vois. J'ai regardé les combats, comme je l'ai dit, avec Joël Alvarez, et je suis quand même assez confiant. Je pense qu'il pourrait être capable de gagner, et moi, mon prono, hein, franchement, je m'étonne de dire ça, mais mon prono, en analysant, si j'enlève un petit peu tous les facteurs X, je le vois gagner au premier round. Ok. Ouais, ouais. Je le vois étranglement arrière premier round. Un peu style comme il a fait contre Bonfim, très agressif, il va trouver des ouvertures avec des middle, ce genre de choses, et puis il va assez rapidement mettre au sol, prendre le dos, étrangler. Non, un peu plus comme contre Dustin Poirier, mais avec un peu plus de jus, un peu plus de jugeote, tu vois. Non, ouais, j'avoue en fait. Voilà, Dustin Poirier, il prend le dos, il est dans l'étranglement, sa position est mauvaise au niveau de la tête, il est Ouais, Joël Alvarez fait fatigué, 1m91, donc automatiquement la tête sera plus haute. la tête sera à bonne hauteur, tu vois, et je pense qu'il est capable, ouais, de le terminer, ou de ne pas être loin de le terminer, et ça pourrait être un... Ouais, non. Alors ouais, ça reste ouvert, hein. Je suis pas confiant je sais pas, à 80% Ah oui, bien sûr. ou à Bah, t'as 100%, dit, mais en tout cas, selon toi, tu voyais 60-40 au début et non, t'as pas donné de stats. Mais tu Non, voyais un non, moi avantage je vous avoue Alvarez de base et que puis maintenant tu vois ça comme beaucoup plus serré, quoi. Donc, ouais, je vois ça comme beaucoup plus serré, mais voilà, je vois différents scénarios. Ce scénario pour moi il est probable. C'est le scénario que je préférais peut-être voir non plus, donc bon bah voilà, hein, je vais me positionner là-dessus. Et je te rejoins aussi, hein, je trouve que la décision en 3 rounds, elle pourrait être de cet acabit, hein. Un premier round vraiment très serré, un deuxième round un peu plus équilibré, et un 2 et un 3 un peu plus équilibré, mais je vois à la décision, je pourrais le voir l'emporter en prenant les 3 rounds, tu vois. ouais, bah écoute, moi ma préférence c'est même la décision. J'aimerais voir Ah BSD non. avec une stratégie. On sait qu'il peut Au soumettre. prochain, pas maintenant, là il a Ah, besoin d'être en confiance. non, écoute l'argument jusqu'au bout. On sait qu'il peut soumettre, on sait qu'il peut éteindre, on ne sait pas s'il peut gagner des décisions, surtout face à un profil dangereux partout. Et s'il gagne à la décision, ça va peut-être faire un peu moins de bruit. Comme ça, si Manon gagne, on va peut-être parler un peu plus de Manon qui devient championne. J'ai peur que si Benoît Saint-Denis gagne dans une performance extraordinaire, ça éteigne un peu l'exploit potentiel de Manon, tu vois. Ouais, on est capable de kiffer deux choses en même temps. Ouais, on verra. Finish, On verra finish, ça. finish premier round, confiance. Après, combat suivant, décision.
avec un truc où tu vas faire tes rounds. Et moi, je préférais ça en tant que coach. Ok. Et ben voilà qui clôture notre sujet de la semaine. Ne quittez pas la vidéo, on vous laisse avec l'actu en vrac et abonnez-vous car la semaine prochaine, on vous analyse le main event, le co-main event, la main card sous l'angle des cotes de Paris et on vous donne aussi la liste de priorités par intérêt de chaque combat de l'UFC 315. Brian, merci à toi et à bientôt. Le week-end passé, nous avions l'Hexagone 27. Mathieu Duclos conserve sa ceinture en s'imposant par KO sur Heine. Brandon Brachem monte son palmarès à 7 victoires pour une seule défaite grâce à une victoire à la décision partagée. Samba Sima claque un sublime KO sur high kick pour ses débuts professionnels. Eva Dourt combattait le lendemain à Prague. Malheureusement, elle s'incline à la décision face à la championne Mallory Martin. Giovanni Fernandez, lui aussi, malheureusement, s'incline à la décision au Cage Warriors. Cette semaine, on a une malheureuse actualité en dehors de la cage. C'est confirmé, Kevin Joussen n'est plus à l'UFC. Et voici notre calendrier du MMA francophone mis à jour avec le mois de juin. Ce week-end, samedi pour être plus précis, l'AEC prend la direction de Fréjus. Main event chez les professionnels avec Elias Nedir qui cherche à rester invaincu dans son 4e combat professionnel face à Ryan Balbali. Le titre middleweight amateur sera en jeu dans un superbe combat entre le champion d'Europe IMMAF Kalim Massouri et l'invaincu Johan Morero. Une belle opposition entre Tom Di Gasparo et Manny Grimodo et bien plus sera au programme. À la même date, un petit hexagone prendra place en Hollande avec notamment Théo Ulrich et Israël Kouamé sur la carte. Le 9 mai, le PFL MENA est de retour avec Yanis Gemouri qui rentre dans le tournoi Featherweight. Et le lendemain, c'est la date tant attendue du 10 mai. 3 événements au programme qui vont nous intéresser. Le PFL Belfast, le KSW Lyon et évidemment l'UFC 315. L'UFC 315, on le répète à chaque fois, c'est l'opportunité pour la France d'avoir une ceinture incontestée à l'UFC avec Manon Fiorot qui challenge la championne en titre Valentina Shevchenko. Avant cela, Benoît Saint-Denis est opposé en carte principale face à Joel Alvarez, 2 athlètes qui ont gagné tous leurs combats avant la limite. Pour se chauffer, en entrée, nous pourrons profiter des 2 autres événements en parallèle, à commencer par le KSW Lyon où une très grosse carte s'est dessinée. Saladin Parnasse défend son titre contre Marianne Zikowski. Nous avons l'opposition franco-française très attendue entre Michael Lebou et Amin Ayoub. Le reste de la carte, c'est la France contre la Pologne avec Laïd Zerouni, 13 finishes sur 14 victoires face à Demian Janikowski qui a fait 16 de ses 17 combats professionnels au KSW. Et Margui face à Mateusz Makarowski, l'ancien champion du Babylone. Alioune Nae, 13 finishes sur 15 victoires face à Piotr Kasprak, aussi un ancien champion du Babylone. Nous retrouverons également Hugo II, Amaury Wako et le très prometteur et très jeune Suel Kaouchen dont nous avons parlé dans l'épisode 2. Son adversaire, c'est Oscar Stachura qui fera ses débuts professionnels avec 28 combats amateurs d'expérience dont 24 remportés. Romain Debienne et Ramzan Jambiev se sont retirés de la carte malheureusement pour blessure. Au PFL, le Belge Sébastien Di Franco participe au tournoi Lightweight et affronte le finaliste de l'année passée, Connor Hughes. Je le répéterai à chaque fois, on ne prévoit rien d'autre que du MMA sur le week-end du 10 mai et même le 11 mai, vous le bloquez parce qu'on va faire beaucoup de récaps sur Fight Minds évidemment, donc abonne-toi pour ne rien manquer. On enchaîne avec la 30e édition de l'ARES, ce sera sur Paris le vendredi 16 mai, donc même pas une semaine après ce week-end de folie. En combat principal, le retour de Baki pour la ceinture vacante des poids welter face à Thiago Lima, 10 victoires, toutes avant la limite pour une seule défaite. Le co-main event est une belle opposition entre 2 athlètes à 7 victoires pour une seule défaite. Jordan Zebo face à Wissam Akmouche. Nous aurons également Guillon contre Goutou, Jan contre Moulou, Delphine Benouesh, les débuts de Benoît Prigent, soit une carte très prometteuse. Le lendemain, le samedi 17 mai, on se dirige vers la Suisse pour la 94e édition du Brave. Damien Lapillus sera le co-main event face au vétéran UFC Victor Hugo. Alex Lohoré combat face à l'ancien champion du FN, le grappleur Mansour Abdurzakov et le belgo-marocain Youssef Boganem. Il fera son 4e combat professionnel en MMA. Attention, la date du PFL Paris a changé. Ce superbe événement aura lieu le 23 mai au lieu du lendemain. En main event, Mansour Barnaoui est opposé à l'invaincu Archie Colgan. Taylor Lapillus y fera ses débuts en co-main event face au champion PFL MENA et très solide Ali Taleb. Un choc belgo-belge est prévu entre le champion du monde IMMAF et invaincu en professionnel Patrick Birora contre Nicolas Di Franco. Le tournoi Bantamweight avec 3 Français en Mayo Campanella, Anas Azizoun et Julien Lopez, complété par 5 profils très intéressants. Azael Adjouj qui cherchera sa 10e victoire consécutive face à Zebenzui Ruiz. Mathis Duragrin, 4-0, prend le très solide et invaincu en 9 combats professionnels Ibrahim Ibrahimov,
Finalement, le joueur de foot Patrice Evra y fera ses débuts en MMA. Bref, très très lourd. J'y serai aux commentaires pour DAZN. Ce même 24 mai aura lieu l'Hexagone 29 où Ibra TV devrait faire ses débuts. Le champion bantamweight Baris Adigüzel cherchera à défendre son titre face à Clayton Montero. Paul Dena devrait également faire ses débuts professionnels à cet événement. Nessim Ketou et Guillaume Delartre vont croiser le fer. Owen Jason cherchera à rester invaincu dans son 4e combat professionnel. Et c'est parti pour le mois de juin. On commence le 7 avec la 30e édition de l'Hexagone qui sera à Reims. Le main event est déjà annoncé, la ceinture featherweight vacante sera en jeu dans un choc franco-français entre Anthony Dizzy et Banjugu Sidibé. Même jour, l'AEC vient en Belgique à Liège et a déjà annoncé quelques très bons combats. Un combat d'invaincus chez les professionnels entre Alvi Daziev et Tyron Pfeiffer pour la ceinture. Chez les amateurs, Lamp Touré met sa ceinture en jeu face à Rachman Tchekuyev dans un choc franco-belge. Comme d'habitude, à l'AEC, on attend encore de très belles annonces. L'Ares ira à Marseille le 14 juin pour sa 31e édition. Axel Sola en main event pour remettre son titre en jeu face à Riles Oudella. En co-main event, Ilyes Giroun face au champion invaincu Josh O'Connor. On y retrouvera aussi Ibrahima Wadé, Vincent Delguera ou encore Noah Gugnon. La même date où Marcy cherchera à obtenir sa 3e victoire sous la bannière de l'UFC face à Alonzo Menifield. Le 15 juin, le Belge Donovan Desmaé cherchera à devenir double champion au LFL en s'attaquant au vétéran UFC Jarno Errens. 2 semaines plus tard, l'Ares sera à Brest. La carte est encore à annoncer. Et c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci à tous et belle journée. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Nous sommes actuellement en train de réfléchir au futur projet Fight Minds. Ces projets nous motivent car ils permettront de se rencontrer en voyageant ensemble pour voir des UFC ou au travers de séminaires MMA. Pour cela, nous aimerions mieux connaître notre communauté. Nous t'invitons donc à répondre à un rapide questionnaire que tu trouveras en description de la vidéo. Nous en profitons pour rappeler que nous sommes ambassadeurs des marques Nutrimuscle et Oko. Cela signifie que si tu achètes chez eux en passant par nos liens, tu aides la chaîne à se développer. Nutrimuscle a une mission claire, rendre la nutrition sportive accessible en respectant les plus hauts critères de qualité. Chaque ingrédient est sélectionné pour préserver leur pureté et chaque produit se limite au minimum d'ingrédients nécessaires. Rejoins Morgan Charrière, Benoît Saint-Denis et Fight Minds dans la team Nutrimuscle en profitant d'une réduction via notre code promo NMA_FM5. Le lien vers leur site est en description de cette vidéo. Oko produit des gourdes filtrantes éco-responsables. Le filtre Oko traite l'eau pour la purifier et la rendre saine à la consommation. Les polluants, pesticides, métaux lourds, mauvaises bactéries et autres contaminants sont efficacement filtrés. La gourde Oko a un côté ultra pratique et aussi économe. On arrive à 10 centimes le litre d'eau, voire moins, grâce à notre code promo FMOKO qui offre 10% de réduction.